Donc, bonsoir à tout le monde. C'est mon grand plaisir d'inaugurer la nuit de chercheurs aujourd'hui avec la présentation sur mon sujet de recherche qui me tient au cœur. Ce sont les missions spatiales et notamment la mission Rosetta. Donc, je vous invite de partager avec moi des questions fondamentales en recherche, les questions sur nos origines. Quelle est l'origine de la vie? D'où vient la première molécule de l'espace? Sur quelles conditions ces molécules ont été formées? Quelle est l'origine des êtres humains sur Terre? C'est une grande question et l'Agence spatiale européenne, ESA, a créé une mission spatiale. C'est une mission Rosetta pour déchiffrer les origines moléculaires de la vie. Donc, je vous invite, tous les 26 personnes dans la salle, de m'accompagner sur cette mission Rosetta que nous avons réalisée avec l'Agence spatiale européenne. Le décollage de cette mission, c'était dans l'année 2004. Donc, à gauche, sur l'écran, vous voyez ici une comète. C'est la comète Hale-Bopp. Et vous remarquez, cette comète contient deux queues. Une queue de particules, ça c'est la queue en bas, qui est en blanc. Et vous avez en haut un deuxième queue de plasma. Et dans cette queue de plasma, vous avez seulement les ions. Et dans ce cas-là, dans cette situation ici, la couleur bleue vient d'une ligne d'émission de monoxyde de carbone, chargé positivement, créé par une interaction de monoxyde de carbone autour du noyau et de vent solaire. Sur cette image, on a des informations que la queue plasma en bleu a une longueur de plusieurs centaines de millions de kilomètres. Également, la queue de particules en bas en bleu, en blanc, qui a également comme dimension plusieurs centaines de millions de kilomètres dans l'espace. Notre comète va s'approcher du Soleil, sa température à la surface va s'élever et à ce moment-là, le noyau cométaire va émettre dans l'espace quelques particules et quelques molécules qui sont volatiles. Donc, cette comète qui s'approche du Soleil va devenir de plus en plus active. Donc, la stratégie de la sonde spatiale Rosetta de l'Agence spatiale européenne, ESA, était de... oui, silence, s'il vous plaît, dans la salle. L'objectif de la mission Rosetta était d'atterrir avec une sonde spatiale sur le noyau cométaire qui va avoir une taille de quelques kilomètres seulement. Et dans ce noyau cométaire, on pense qu'il y a beaucoup de molécules organiques parce que vous avez le monoxyde de carbone dans cette queue plasmatique du comète Hale-Bopp. Donc pour moi-même, je suis Uwe Meyer-Henrich, je suis professeur à l'Institut de chimie de Nice, localisé dans le parc Valrose. Je suis aussi le directeur de cet institut. Je commençais ma carrière en Allemagne dans l'Institut Max Planck et après j'ai été recruté à l'Université de Nice, Sophia Antipolis, maintenant Université Côte d'Azur dans l'année 2004. Donc, mon objectif, ou l'objectif de mon équipe et de recherche était d'identifier des molécules organiques après atterrissage de la sonde Rosetta sur ce noyau cométaire. Décollage de la mission, c'était dans l'année 2004. Nous avons préparé avec l'Agence spatiale européenne une trajectoire qui va durer 10 ans pour arriver à ce noyau cométaire. 10 ans parce que le comète vient de l'extérieur du système solaire, du système planétaire, de l'extérieur où les températures sont autour de 10 ou 15 Kelvin. Donc à l'extérieur du système
solaire, on pense de trouver des molécules qui ont été présentes au moment où la Terre se formait. Les molécules qui sont très originales par rapport à la formation de le système solaire, qui sont très pristines, qui sont très propres. Et ces molécules, on voudrait les identifier, on voudrait les caractériser pour mieux comprendre, en général, les conditions à l'époque de la formation de notre système solaire, mais particulièrement, on voudrait savoir est-ce qu'à cette époque-là, il existait déjà, oui ou non, quelques molécules qui, on sait aujourd'hui, sont cruciales pour l'origine et l'évolution de la vie sur Terre. Voilà. Donc, non, ce n'est pas cette image. Voilà. C'est cette image que je vous avais pensé avec la queue plasma en haut, queue de particules en bas. Donc, vous avez compris, avec la sonde Rosetta, on va maintenant essayer d'approcher de ce noyau cométaire qui se trouve à gauche. Oh. Et atterrir avec un atterrisseur. Deux images, c'est celui-là. Donc, on est arrivé à notre noyau cométaire du comète qui s'appelle Churyumov-Gerasimenko dans l'année 2014, en novembre 2014. On avait pensé d'avoir un noyau cométaire qui est plutôt, je dis, sphérique, mais on n'a jamais attendu une forme comme ça, avec une petite lobe à droite et une grande lobe à gauche, et avec une zone intermédiaire. Tout ça, c'est complètement de l'inconnu. Les couleurs de cette image, on les avait, on a augmenté la luminosité pour qu'on puisse voir quelque chose. Sinon, la surface du noyau cométaire est noire sur noir. La densité de cette noyau cométaire, c'est extrêmement faible. C'est autour de 0,4 grammes par centimètre cube. Donc, une particule de cette cométaire, de cette comète, va flotter sur l'eau. La densité de l'eau est 1 gramme par centimètre cube. La densité de minéraux, c'est autour de 4, 5, 6 grammes par centimètre cube. Donc, tout ça, c'est très poreux. Tout ça, c'est très lightweight. C'est pas très, très lourd, ça. Le pôle nord de cette noyau cométaire se trouve ici, dans son centre. L'équateur, c'est autour de cet axe-ci. À la mission Rosetta, il y a 300 enseignants-chercheurs qui ont participé. Quand nous avons vu cette image-là, il y a des gens qui ont plutôt paniqué parce que c'était très difficile à imaginer comment on puisse atterrir avec notre sonde Rosetta Philae sur la surface de ce noyau. Au moment où nous avons pris avec la sonde Rosetta ces images, on ne savait même pas si le centre gravitationnel de ce noyau cométaire se trouve à l'intérieur de cette structure cométaire ou même à l'extérieur. Donc vous pouvez imaginer, maintenant, dans l'espace, ça va être un vrai challenge, un vrai défi d'atterrir avec Philae à la surface de ce noyau cométaire. Et sur l'atterrisseur Philae, nous avons un appareil, un instrument scientifique qui s'appelle COSAC, pour Cometary Sampling and Composition Experiment, qui était construit entre Max Planck et nous, et voilà. Non, je ne veux pas aller là. Et Philae était séparé de notre sonde Rosetta fin novembre 2014. Philae a descendu sur cette surface. Cette descente a duré 7 heures avec une vitesse de 1 mètre par seconde. Oh, il ne faut pas avancer. Avec une vitesse 1 mètre par seconde, nous avons 3 jambes, donc jambes et 3 pieds de Philae. Philae atterrit ici, sur ce petit lobe, et on voudrait, avec notre appareil, analyser la glace cométaire avec un appareil qui s'appelle un chromatographe en phase gaz, couplé à un spectromètre de masse. Et à Nice, on était responsable pour le développement partiel de cette chromatographe en phase gaz. Donc, l'atterrissage, probablement vous vous souvenez, il me reste 3 minutes, l'atterrissage a bien fonctionné. Nous sommes atterris à la surface. C'est la première fois
on est arrivé de faire ça. Malheureusement, l'atterrisseur Philae ne s'est pas fixé à la surface, mais l'atterrisseur est rebondi pendant 2 heures à une altitude de 500 mètres et a fait un autre atterrissage ici, ailleurs, à une certaine distance, sur le noyau cométaire. Donc, on n'est pas arrivé à notre site d'atterrissage qui était prévu. On est arrivé, bonsoir Eva, on est arrivé sur un autre site d'atterrissage dans une position de l'atterrissage qui était verticale et pas non plus horizontale. Ensuite de ça, notre appareil a partiellement fonctionné, mais pas à 100%. Et ce fonctionnement partiel, et maintenant je vais avancer, était suivi par tout le monde. Également François Hollande, qui a suivi l'atterrissage de Philae à Paris. Lui, François Hollande, le président de la République, à cette époque, il était dans la Cité des Sciences à Paris. Il y a d'autres gens en France qui étaient à Toulouse, dans le centre 5. Moi, j'étais en Allemagne, à Cologne, dans le LCC, Länder Control Center. Il y a encore d'autres à Darmstadt. Il y a tous les pays européens qui ont participé. François Hollande, il était très ému quand il a vu l'atterrissage de Philae. Il a appelé son chien après notre nom de l'atterrisseur Philae. Et il a pris le microphone et il a proclamé devant toute cette audience à Cité des Sciences à Paris que la science est très belle, notamment, est capable de réaliser des missions extraordinaires seulement parce que la science travaille au niveau international. Et il a complètement raison avec ses proclamations. Il aurait pu dire aussi que la science est seulement liée à un grand succès si le chercheur travaille aussi entre les générations ensemble. Donc, ce qu'il n'avait pas vu, François Hollande, à ce moment-là, que Philae a rebondi de la surface, a cherché un autre site d'atterrissage final et notre appareil n'a pas fonctionné dans son mode, pour faire simple, GCMS, mais a fonctionné dans le mode spectrométrie de masse, MS exclusivement. Et dans ce mode, nous avons identifié 16 molécules après atterrissage sur le noyau cométaire. Et dans ces molécules, il se trouve des alcools, des amines, des carbonures, on trouve des isocyanates, des nitriles, et également un autre appareil de la sonde Rosetta a identifié un acide aminé qui s'appelle la glycine. Donc le grand résultat de la mission Rosetta, oui, c'est on trouve des molécules organiques dans le noyau de notre comète qui s'appelle Churyumov-Gerasimenko. Et maintenant, on essaie de mieux comprendre les conditions astrophysiques pour la formation de notre système solaire. Et notamment, on a beaucoup de pistes expérimentales maintenant pour mieux développer notre compréhension sur les origines moléculaires de la vie sur Terre. Donc, ça c'est la dernière phrase de ma présentation. J'ai tenu le 11-12 minutes, donc ça va. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Pour poser vos questions, il faut que vous avancez un peu vers moi. Sur le sol, vous avez un marquage qui s'appelle posez vos questions ici. Donc, approchez-vous à cette position-là. Allumez votre microphone et je suis là pour vous répondre à toutes vos questions. Merci. Merci, M. Youvet. Alors, comme M. Youvet l'indiquait, s'il y a une personne dans la salle qui souhaite prendre la parole, qu'il active son micro et qu'il se positionne devant l'estrade. Voilà, juste ici, il y a un cercle au sol. Ah,
Eh ben, pourtant, vous êtes bien là. On vous écoute si jamais peut-être n'avez-vous pas de micro sur votre ordinateur. Vous pouvez aussi très bien poser une question écrite. Donc, Alors, je peux vous informer que ma femme, elle est arrivée finalement. hop. Mais pour une fois, elle ne parle pas. Vous allez dormir sur le canapé ce soir. Attention. Bon, moi, j'ai une question pour Uwe. Oui. Hein? Uwe, comment ça se fait que l'atterrissage n'ait pas marché et que ça ait rebondi? Pourquoi vous n'avez pas pu anticiper? C'est pas un reproche, hein, mais qu'est-ce qui vous a, qu'est-ce qui a échappé à votre prévision finalement? Est-ce que vous vous souvenez à cet événement? Vous avez suivi cet atterrissage? Oui, Ouais, oui, je m'en souviens. Puis vu que j'ai Très bien. visité l'île de Très Philae, bien. Donc la réponse. La voilà, le réponse. nom m'avait quand même interpellé. Oui. Philae sur Terre pèse 100 kg. Philae, donc l'atterrisseur Philae, sur le noyau cométaire pèse 1 gramme. Eh oui. Donc, depuis le début, on savait que l'interaction gravitationnelle qui va atterrir Philae, qui va fixer Philae sur la surface cométaire est très faible. En conséquence, nous avons construit 3 appareils pour fixer Philae. Premièrement, Philae a 2 harpoons. Deuxièmement, Philae a 3 vis dans chaque pied pour se fixer dans la glace comme de perceuse. Et troisièmement, Philae a un système pour expulser le gaz dans l'autre sens, et le gaz expulsé va pousser Philae sur le noyau cométaire. Donc il y a 3 systèmes, et pendant la construction, le développement de Philae, à cette époque, moi j'étais à l'Institut Max Planck en Allemagne, et je me souviens très bien de longues discussions, qu'est-ce qu'on fait pour fixer Philae sur le sol. Finalement, il y avait la date d'atterrissage, c'était le mercredi, novembre 2014, et la nuit avant la séparation Philae-Rosetta, il y avait une information à 4 heures dans la nuit que notre réservoir de gaz qui va être explosé pour pousser Philae direction sol. Dans ce réservoir de gaz, il y a un indicateur, un sensor, et le sensor indique la pression qui est à 0 bar. Et normalement, c'était censé d'avoir quelque chose comme 7 ou 8 bars. C'était à 0. Donc la grande question, il y a quelque chose comme une petite alarme. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va essayer de fixer, de résoudre ce problème et d'essayer d'atterrir dans 2 semaines, dans 3 semaines, de décaler l'atterrissage? Ou est-ce qu'on va quand même prendre le risque d'atterrir à ce mercredi? Donc ça, c'était une décision qui était prise au niveau supérieur, largement supérieur de moi-même, au niveau de l'Agence spatiale européenne. Et ils ont dit, on va tenter l'atterrissage parce que pour cette sensor, il y a deux possibilités. Soit le sensor lui-même ne fonctionne pas, et il y a encore le gaz qui est disponible, donc ça, c'est aucun problème pour atterrir. Deuxième problème, le sensor fonctionne et nous avons perdu le gaz. Mais dans ces conditions-là, on ne peut rien faire, on ne peut rien réparer. Donc la décision était de tenter l'atterrissage, même s'il nous manque le gaz pour atterrir. Et finalement, ça s'est arrivé. Le gaz n'était plus là. Le sensor a indiqué correctement qu'il y avait 0 bar. Nous avons, voilà, donc ça c'est une argumentation. Deuxième argument, c'est aussi la surface. On ne savait pas quelle est la dureté de la surface du noyau cométaire. Avant la construction de cette mission, il y avait des experts de comètes qui nous ont dit la surface peut être dure comme une fenêtre. Il y a d'autres experts qui nous ont dit la surface du noyau cométaire, ça c'est comme cigarette H, très fluffy. Donc on peut rentrer, l'atterrisseur va rentrer là-dedans à une profondeur de 20 mètres. On ne va plus voir filer après parce que c'est trop poreux. Je viens de parler de la densité du noyau cométaire qui était autour de 0,4 grammes par centimètre seulement. Donc on avait pensé de quelque chose entre les deux extrêmes
qui va bien prendre l'énergie de l'atterrissage et qui va laisser filer atterrir. Finalement, la surface était plus dure que nous avons pensé et également pour ça, filet est répandu. Alors, il y a Pierre qui avait une question. Donc, est-ce que vous pourriez activer votre micro? Alors, pour activer votre micro, Pierre, il vous suffit de cliquer sur l'icône juste en haut de votre page, au-dessus du bouton partager, sur le petit micro. C'est le deuxième icône qu'il y a juste au-dessus de votre bouton partager. Ah, il n'a pas de micro. Écran. Ah, ben c'est pas grave. Alors, vous pouvez passer votre message par écrit, Pierre, si vous le souhaitez. Allez-y, je vais lire votre question. C'était une question concernant des molécules. Enfin. Alors, sait-on comment se sont formées ces molécules organiques? Vous m'avez entendu, Oubé? Oui, les molécules, oui, c'est une question importante qui nous occupe beaucoup dans notre vie chimie expérimentale ici dans le parc Valrose à Nice. Donc, nous avons un modèle d'un expert qui a travaillé sur le comète pendant toute sa vie scientifique. Il s'appelle Mayo Greenberg et il avait développé un modèle comment le noyau cométaire se forme bien avant la formation de notre système.